Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président, collègues. L'exécutif a enfin consenti à ce que soit mis à l'ordre du jour un débat sur les relations entre la France et les pays africains. Hasard du calendrier, la semaine passée, un rapport bienvenu de nos collègues Fuchs et Tabarot sur ce sujet crucial a été rendu public malgré l'abstention des collègues de Renaissance. Plus personne de bonne foi ne doute donc désormais du fait qu'il y a une grave crise des relations entre la France et nombre de pays africains, notamment francophones. Ce débat parlementaire devrait donc être, je cite, la première étape d'un processus démocratique, consultatif et transparent pour repenser en profondeur l'avenir de nos relations avec les pays africains. Je cite là une récente tribune de dizaines de responsables d'ONG, de chercheurs, d'anciens diplomates, qui rappellent que le rejet exprimé dans des proportions variables aux quatre coins de l'Afrique francophone ne vise pas la France et les Français en général, mais bien la politique menée au nom de notre pays. Nous avons fait nôtre ce constat depuis longtemps. Il faut donc en finir avec la tradition des débats erratiques et purement formels, puisque non suivis d'un vote. Le Parlement doit être saisi et décidé, et non simplement s'exprimer sur des positions prises dans l'opacité. Ce déficit démocratique n'est pas un détail, il est au cœur du désastre. Pour qu'enfin on nous accorde ce temps de débat sans vote, il aura fallu un affaiblissement sans précédent, certains diraient un effondrement de nos relations en Afrique. Or, la stratégie ou l'absence de stratégie de la France en Afrique depuis des années est d'abord le résultat de décisions et non-décisions de l'entre-soi élyséen. Il y a eu une suite de choix erronés, de fautes, d'aveuglement. Comment peut-on croire, par exemple, que la militarisation quasi exclusive de nos relations avec le Sahel mènerait ailleurs que dans le mur? Si les interventions militaires depuis 2011 n'expliquent pas tout, elles ont eu un impact décisif. Cela a commencé avec l'intervention en Libye qui a conduit, au prix d'un détournement du mandat onusien initial, à un changement de régime plus qu'hasardeux, avec un effet désastreux sur la situation sécuritaire de tout le Sahel. Il y a eu ensuite l'opération Sarval, ses premiers succès indéniables, puis son prolongement sans fin dans un cadre opaque sous la forme de Barkhane. Et je veux rendre hommage, comme tous et toutes ici, à nos soldats morts ou blessés au combat au Sahel depuis 2013. Nos armées ont obtenu de nombreuses victoires tactiques, mais le cadre stratégique était défaillant. L'approche strictement militaire n'était pas adaptée à la réalité. Dès 2013, nous avertissions qu'une intervention sans plan, ni retrait, ni projet politique partagé aboutirait à une impasse. Après l'augmentation croissante de l'influence des groupes armés au Sahel, après 3 coups d'État que nos services n'ont pas vu venir, beaucoup ici conviendront qu'il aurait été préférable de ne pas se contenter sur le sujet d'un seul vote de la représentation nationale en 9 ans. Initialement accueilli à tort en sauveur, notre pays est désormais considéré tout aussi à tort comme responsable de tous les maux au Sahel. Après une guerre sans débat, nous avons dû vivre encore une retraite sans discussion ni bilan. Le gouvernement s'abrite derrière une explication facile, l'existence d'une propagande hostile, notamment russe. Nouvelle manière de prendre les peuples de la région pour des pantins sans conscience propre. Car la vérité est que cette propagande, qui n'est pas nouvelle en soi, n'aurait aucune prise si notre pays n'avait pas été aussi exposé par des choix inconséquents. Pire, la crise multiforme affectant nos relations avec nombre de pays africains ne se limite pas au Sahel. Dans l'Afrique francophone, le crédit est entamé. Nous pouvons en témoigner pour nous être récemment rendus en République démocratique du Congo, premier pays francophone du monde. Pas de rupture, mais la défiance existe. Et il y a urgence. Alors, il n'y a pas de solution miracle pour sortir de l'ornière dans un contexte international où nous ne maîtrisons qu'une partie des paramètres. Mais commençons déjà par changer le fond et la forme de la politique de notre pays en Afrique. D'abord, abandonnons tout paternalisme. À l'Élysée, on n'a pas rompu avec le vieil imaginaire. Les sommets convoqués sans ménagement, les sermons aux chefs d'État africains, les gestes et paroles vexatoires qu'on ne se permettrait jamais en Chine ou aux États-Unis. Les petites blagues condescendantes ont laissé de mauvais souvenirs en Afrique. Ensuite, cultivons l'entraide. Oui, remplissons les engagements sur les 0,7% du PIB dévolus à l'aide publique au développement, mais surtout, inscrivons cette aide dans une logique d'entraide. En RDC, nous l'avons dit sur place, nous sommes venus aussi pour apprendre, pour échanger. Cette démarche a été appréciée car elle correspond à l'intérêt mutuel des peuples. Et puis, finançons-en avec la pratique désastreuse du double standard et du 2 poids 2 mesures. Comment dénoncer ici les coups d'État et là, adouber leurs auteurs comme au Tchad? Comment dénoncer certains massacres et en légitimer d'autres? Croit-on vraiment que les peuples ne voient pas cela? Ce double discours, ces contradictions sapent la crédibilité de notre pays.
Enfin, redonnons à la politique de la France en Afrique les moyens nécessaires à sa cohérence. Le rapport Fuchs-Tabarot esquisse des pistes. Oui, il faut redonner au ministère des Affaires étrangères un rôle central. Et oui, cette Chambre étant dépositaire de la souveraineté, il faut associer étroitement le Parlement. Cela pourrait aider à en finir avec certaines absurdités. Absurdité du fait que le dossier du franc CFA, dont la charge politique est immense, n'est pris en charge que par Bercy. Absurdité d'une politique de visa sur laquelle le MAE n'exerce plus de compétences réelles, qui obéit aujourd'hui à des logiques obsidionales, éloignant de nous de nombreux étudiants, acteurs économiques et même dignitaires politiques africains qui se voient fermer la porte. Se donner les moyens d'une politique cohérente, c'est aussi rebâtir notre expertise civile après plus de décennies d'attrition de notre présence dans les sociétés africaines. Nous n'avons jamais remplacé les 10 000 coopérants présents sur le continent il y a encore 30 ans, contre quelques centaines aujourd'hui. Leur présence était une grande ressource. Sans ignorer les travers que pouvait aussi évidemment impliquer cette coopération à l'ancienne, reconnaissons qu'elle permettait de mieux comprendre la diversité des contextes politiques, économiques, sociaux sur ce grand continent. Elle prémunissait contre le désastreux fonctionnement en vase clos depuis Paris. La réduction drastique de ces moyens d'information et compréhension essentiels éclaire certains choix très dommageables. Pour ne prendre que 2 exemples, comment avoir pensé qu'il était pertinent de voter une nouvelle convention d'extradition judiciaire France-Sénégal au moment même où le gouvernement sénégalais instrumentalisait la justice contre le principal opposant et provoquait la colère de toute la jeunesse du pays? Comment ne pas voir qu'il faut aider davantage la République démocratique du Congo face à l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda? La RDC connaît, dans l'indifférence générale, la pire crise humanitaire au monde. Près de 7 millions de déplacés internes cumulés depuis 30 ans. Une situation de guerre qui perdure malgré la fin officielle en 2003 d'un conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors tout n'est pas de la faute du Rwanda en RDC. Mais comme le dit l'ONU et même notre ministère des Affaires étrangères, oui, le Rwanda a une responsabilité écrasante dans la continuation des combats. Et pourtant, pas un mot de tout cela au sommet de l'État pour dénoncer cette responsabilité. C'est pourquoi nous continuerons avec mon collègue Carlos Bilongo à porter notre proposition de résolution condamnant le soutien de la République du Rwanda au groupe rebelle du M23. Au-delà de ces cas particuliers, l'enjeu est de savoir si notre pays sera au rendez-vous de l'histoire. Car l'Afrique, contrairement à ce que peut dire un ancien président de la République, c'est l'histoire. De grands historiens en France même sont là pour nous le rappeler. Une histoire qui est aussi la nôtre, une histoire d'échange, d'interdépendance croissante, de construction commune, de créolisation, que cela plaise ou non. Une histoire de combat et d'émancipation toujours en cours. Aujourd'hui, plus de 60 ans après les indépendances politiques, les peuples réclament une seconde indépendance et réaffirment clairement leur souveraineté. Sans formule préconstruite, mais en s'inspirant des Lumumba ou d'un Sankara, sans confondre souveraineté et obsession identitaire, mais avec détermination. Cette réaffirmation de la souveraineté des peuples africains rencontre encore une fois l'histoire du monde, les transformations de l'ordre géopolitique. Qu'on le veuille ou non, l'Afrique, continent dont 50% des habitants ont moins de 18 ans, est au cœur de l'avenir. Au lieu de se couper de ce continent le plus francophone qui soit, sachons écouter ce que disent les peuples. Ils ne veulent plus de sauveurs, de parrains, mais cherchent des partenaires prêts à traiter d'égal à égal. C'est pourquoi nous devons développer en Afrique ou ailleurs une politique étrangère non alignée, non réduite au manichéisme mortifère et à la politique de la peur. Le monde passe d'un monde unipolaire à un monde apolaire. Chaque nation doit redéfinir ses propres alliances. Les vieilles logiques de blocs sont dépassées. Et il faut rebâtir un monde ordonné. Pour faire face aux grands défis du siècle, changement climatique et effondrement de la biodiversité, explosion mondiale des inégalités, crise du système de sécurité collective, crise permanente du néolibéralisme, proposons ou renforçons de nouveaux espaces de droit au sein de l'ONU et dans les autres arènes compétentes autour de biens communs d'intérêt général. Climat, forêt, grands fonds marins, espace, santé publique, etc. Sans bien sûr oublier ce bien commun suprême qu'est la paix, si malmenée par le renoncement à appliquer le droit. Cette diplomatie des causes communes, cette diplomatie altermondialiste doit avoir pour point de départ notre relation avec les pays africains. Sinon, nous tournerons le dos à notre propre histoire et nous nous rabougrirons. Je vous remercie.